Il m'a mis la pression là. Je l'ai, c'est si bien. Voilà. Bonjour à tous, à toutes. Le démarrage est toujours un peu long, mais vous allez voir après, normalement ça prend la dynamique. Je suis là avec vous depuis ce matin, donc j'ai bien compris qui vous étiez et ce que vous faisiez. Conseiller, voilà, ça travail. Je prends 3 minutes, je vais essayer de le faire en une parce que j'ai un timing. Donc je suis Sonia Fiquet, je suis formatrice en compétences sociales et relationnelles. J'ai commencé ma carrière à Beauvais dans l'Oise en tant que conseillère PAIO à l'époque, voilà, en 1994, ça remonte un petit peu. Et puis voilà, donc j'ai fait plein de choses. J'ai coordonné le Greta de Cavaillon à un moment, je suis intervenue sur les formations AFPA quand le diplôme de CIP s'est mis en place pour professionnaliser. Voilà, j'ai suivi tout ça. Donc voilà, formatrice vraiment spécialisée en compétences sociales et relationnelles à partir de 2005. Et puis bon, la vie a fait qu'à un moment, j'ai eu des problèmes dans mon parcours. Des problèmes relationnels avec mes collaborateurs, alors que j'avais toujours de très bons résultats. Avec les stagiaires, ça se passait très bien, mais j'avais un peu du mal avec ma hiérarchie, avec les collègues, enfin voilà. J'ai des problèmes relationnels, pas que au niveau travail, mais un petit peu partout. Et ce qui a entraîné des burn-out, comme on dit, régulièrement. Et à 51 ans, lors de mon dernier burn-out, où j'étais, mon dernier poste, j'étais, d'ailleurs, j'en ai vu certains, j'en ai rencontré certains, puisque j'avais la direction régionale d'idées formation en compétences sociales et relationnelles, et donc je faisais des informations collectives, voilà. Et re-burn-out, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je décide de créer mon propre organisme de formation en compétences sociales et relationnelles sur le HPI, au potentiel intellectuel, puisque à chaque fois que j'avais été voir un psy depuis mon enfance, et on me disait vous êtes précoce, vous êtes surdoué, vous êtes voilà, et c'est pour ça que vous êtes en décalage. Or le problème ne se situait absolument pas là. En fait, je suis ce qu'on appelle sur le trouble du spectre de l'autisme, et je suis donc ce qu'on disait avant autiste Asperger, handicap invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé 51 ans de ma vie à côté de mes pompes, à ne pas comprendre ce que je pouvais changer malgré toutes les formations et voilà. Je ne comprenais pas. Alors ce que j'expliquais aux autres, ça fonctionnait très bien, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, avec cette carte du handicap, cette compréhension de l'autisme, tout s'est éclairé. C'est comme si j'avais enfin les morceaux du puzzle. Comprendre que j'étais porteuse d'un handicap invisible m'a permis de revoir tout mon parcours, de comprendre ce parcours, et forcément, comme une autiste Asperger, de me spécialiser. Donc aujourd'hui, je suis en finalité la certification nationale d'intervention à l'autisme, mais j'ai aussi beaucoup creusé le sujet. Donc j'ai la prétention, je n'aime pas ce mot, on va parler justement de comment on traite l'information, de vous expliquer rapidement, en 20 minutes, on m'a demandé, vous avez vu, j'ai dit 1 minute, ça fait déjà 3, je parle, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Parce que aujourd'hui, la représentation collective que l'on a de l'autisme, alors ça évolue beaucoup ces derniers temps, hein, grâce aux réseaux sociaux notamment, mais ce sont des enfants plutôt, hein, les adultes on ne les voit pas trop, des enfants qui vont avoir des signes distinctifs, c'est-à-dire qu'ils vont se balancer sur eux-mêmes, qui ne regardent pas dans les yeux, et on pense qu'il y a une déficience intellectuelle. Alors il faut savoir déjà que les personnes autistes, 60 à 70% sur les dernières études de l'INSERM, eh bien, sont sans déficience intellectuelle. Et on va voir que beaucoup de personnes avec un haut potentiel intellectuel sont en fait porteurs de TSA, et on va voir pourquoi, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est la présentation, je pense que c'est bon. Eh bien, on va parler, si je peux pas avoir la seconde, voilà.
Donc pourquoi c'est intéressant d'intervenir auprès de vous aujourd'hui? C'est parce que c'est un handicap invisible, mais qui a un grand impact sociétal à différentes étapes de la vie. Et donc quand le handicap n'est pas vu, reconnu et accompagné correctement, eh bien il va nous emmener, comme disait M. Pérez tout à l'heure, je crois, qui alertait sur la santé mentale, eh bien, à développer des maladies mentales. Parce que le TSA n'est pas une maladie mentale, je vais vous expliquer ce que c'est un fonctionnement particulier, c'est un développement organique particulier. Voilà. Donc, quand on n'est pas bien accompagné, quand on ne sait pas qu'on a ça, eh bien, on se confronte à des incompréhensions quotidiennes. D'abord, nos propres incompréhensions, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à me faire comprendre, et aussi pourquoi les autres me voient ou me perçoivent alors que ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est toutes les difficultés que vous pouvez retrouver. Il faut savoir que l'espérance de vie des personnes TSA, c'est 54 ans. Tout confondu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va s'auto-attaquer. Notamment, eh bien, les burn-out, les cancers sont beaucoup plus présents. Il y a une prévalence du cancer, notamment chez les personnes sans déficience intellectuelle, avec haut potentiel et autistes. On peut changer? Voilà, donc un enfant sur 6 aujourd'hui a un trouble du neurodéveloppement. On a parlé, il y a les 10, il y a le TDA, hein, vous en avez entendu parler, et le TSA. Aujourd'hui, pourquoi on a tout réuni, hein, vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus le plan sur l'autisme, mais le plan sur le trouble neurodéveloppement. Eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de 10 et de TDA sont aussi porteurs d'autisme. En fait, là, c'est pas encore bien défini. Hein. Il y a des comorbidités qui font que, justement, l'organisation du cerveau, comment le cerveau va se développer, amène aux troubles des fonctions exécutives qu'on retrouve de manière commune chez le TDA et chez le TSA. Je sais que là, je vous dis des mots, troubles des fonctions exécutives. Vous allez voir, on va rentrer dans le sujet. On va passer. Alors, voilà. L'autisme, qu'est-ce que c'est? Alors, jusqu'en 2003, l'autisme était considéré, bien sûr, comme un trouble du neurodéveloppement, mais les causes, c'était avant tout un problème de développement affectif lié au lien maternel. L'histoire des mamans frigo. Voilà. Et tout ça, ça s'appuyait, bien sûr, sur la psychanalyse, voilà, hein, Freud qui expliquait, et puis tous les autres. Là. Et puis en 2003, on a une super équipe à l'Institut Pasteur, avec qui s'appelle Thomas Bourgeron. C'est lui aujourd'hui qui est en charge de toutes les études sur l'autisme en France, avec son équipe. Ils ont pu prouver qu'en fait, il y avait des gènes associés à l'autisme. Et qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 et quelques gènes associés à l'autisme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont porteurs d'autisme, eh bien, on va retrouver ces gènes. Ce sont des mutations génétiques, c'est-à-dire qu'au moment de la création de la première cellule, il va y avoir des mutations qui vont impacter la manière de se développer. Sur ces mutations génétiques, elles ont en commun toutes d'avoir un lien avec les connexions synaptiques, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. C'est-à-dire que, vous voyez là, ici, vous avez 2 neurones, voilà, et vous avez l'information qui passe là, et qui va permettre, eh bien, depuis tout petit, c'est-à-dire à la première cellule, de permettre à votre corps de se développer, hein, de se construire. D'abord, quand on est dans le fêtus, on va les jambes, les bras, enfin voilà, physiquement, et puis après, de la maturation du cerveau et tout ce qui va faire que vous êtes l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans les personnes qui sont porteuses d'autisme? C'est que soit, alors c'est dommage que je n'ai pas, voilà, merci, soit il y a une hypoconnectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de neurotransmetteurs, et notamment là, on s'aperçoit que quand cette connectivité synaptique est faible,
on a de la déficience et que la probabilité d'autisme est beaucoup plus élevée. Et puis, quand vous êtes en hyperconnectivité, c'est-à-dire que là, au contraire, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et bien là, encore une fois, ce niveau de connectivité synaptique élevée va vous amener sur la probabilité d'autisme encore plus élevée. J'aimerais qu'on redescende pour qu'on comprenne un petit peu le schéma. Donc, nous sommes porteurs de gènes qui sont là, mais qui vont se développer et surtout s'exprimer, pas qu'en fonction de qui vous êtes, mais aussi de votre environnement. À quoi vous vous confrontez. Et on va voir comment, justement, après, on va implémenter cette information, comment on va traiter l'information. Et si je vous dis que je ne parle pas le même langage que vous, qui êtes neurotypique, si vous l'êtes, eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous construisons avec des réseaux neuronaux, c'est-à-dire des chemins qui vont se faire pour vous permettre bien de fonctionner organiquement, émotionnellement, cognitivement, sensoriellement, enfin tout ce qui fait marcher la machine. Et que le soir, quand vous dormez, ces réseaux vont s'en aller. C'est-à-dire que vous ne gardez que ceux dont vous avez besoin pour fonctionner, et puis toutes les autres informations que vous avez eues dans la journée qui ne vous servent à rien, eh bien, votre cerveau le nettoie, ça s'appelle l'homéostasie synaptique. On peut remonter. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit chez les personnes autistes? C'est que soit elles ont du mal à faire ce réseau neuronal, et vous voyez, il y a tout un tas de tout ce qui est en gris clair, eh bien, qui n'est pas implémenté. Nous sommes dans de la déficience intellectuelle. Soit vous avez un réseau typique qui fait bien son travail de nettoyage, et donc les réseaux dont on n'a pas besoin s'enlèvent, ça vous permet de vous réveiller le matin et d'être en pleine forme pour attaquer la journée. Soit alors vous vous retrouvez là. C'est ce qui m'arrive, et c'est ce qui arrive aux personnes autistes Asperger, c'est-à-dire que nous, et là, on garde tout. On est dans une hyperactivité cérébrale constante qui va non seulement énormément nous fatiguer, vous savez que le cerveau, c'est quand même ce qui consomme le plus d'énergie, de sucre, et donc on va garder toute cette information qui ne se trie pas. Et donc, forcément, comme il y a trop d'informations, eh bien, il va falloir qu'on fasse le tri. On va aller sur la seconde. Pardon. Sur l'autre. Non, sur la prochaine. Ah, pardon. Oui, il n'y en avait pas une autre? Ah non, c'est celle-là, pardon, excusez-moi. Oui, c'est celle-ci. Alors, je suis désolée, elle n'est pas très claire. Donc, je vous explique comment ça se passe pour l'information. En fait, d'un côté, vous avez un bébé neurotypique, et là, vous avez un enfant autiste. Au départ, il y a le monde extérieur, c'est-à-dire toute l'information qui arrive là, la lumière, le bruit, les gens, tout ce qui participe à de l'information. Moi, je vous vois, j'essaie de ne pas trop vous regarder, parce que devant, j'ai les grands ponts. Et voilà, et donc le regard, tout ça, voilà, c'est des informations qui m'arrivent en direct. Ces informations, un bébé neurotypique, il va en traiter beaucoup moins que l'enfant autiste, et il va les traiter de manière plutôt équilibrée, c'est-à-dire en vert, vous avez les informations dites sociales, ce qui ne se voit pas, l'implicite, et en bleu, les informations factuelles. Et donc, vous voyez qu'il en perçoit moins, avec le petit œil là, il en perçoit moins que ce qu'il y en a, et il va trier pour traiter la bonne information. Une personne autiste, elle va en traiter beaucoup plus parce que nos capteurs sensoriels sont dérégulés, soit en hypo, soit en hyper. Et on peut être et hypo et hyper sur un même sens. C'est-à-dire, depuis ce matin que je suis ici avec vous dans ce groupe, alors je ne sors pas très souvent de chez moi, si vous saviez le nombre d'éternuements que j'ai entendus, le nombre de froissements, d'ouvertures, de fermetures éclairs qui sont venus me parasiter. Alors avant, j'en avais aucune conscience puisque justement je compensais. Alors compenser pour une personne autiste, c'est pas la même chose que la compensation du handicap. C'est le fait de mettre en place des stratégies énergivores dont elle n'a pas conscience. Voilà, pour réguler ce qui est en train de se passer.
Et puis, et donc, nous, il va falloir qu'on fasse un choix, parce que là, il faut traiter toute cette information-là. Et donc, depuis tout petit, on va se construire en traitant l'explicite, ce qui est factuel. Je vous vois, vous me regardez, je sais que vous me regardez. Vous me souriez, je sais que vous me souriez. D'accord? Après, comment j'interprète ça? Eh bien, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Et vous voyez, c'est là où moi, je ne traite que 3 informations sociales. C'est-à-dire que je vais me construire comme ça, et il va me manquer toute une part de l'information. Je n'en ai aucune conscience, aucune lucidité. Et forcément, ça va m'amener à avoir un traitement biaisé d'information. Alors, pas tout le temps, parce que par exemple, pour les ingénieurs, c'est génial, c'est factuel, et donc ils sont extrêmement bons. Tout ce qui est factuel, à partir du moment où on a appris qu'on connaît, on ne peut pas se tromper. Nous sommes des ordinateurs sur pattes. D'ailleurs, je veux bien qu'on m'apporte le petit tableau, je vais vous faire un petit dessin après. Donc voilà, donc vous comprenez que nous allons nous construire en traitant l'information de manière différente. Mais qui c'est qui me l'a dit? Qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui vous le dit quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit « mais cette personne, elle ne traite pas la même information que vous ». Il faut comprendre une chose, c'est que nous, ce factuel-là, et notamment au niveau du traitement du langage, c'est-à-dire que de ce qui vous paraît le plus simple, communiquer. Tout le monde sait communiquer, on est tous là, on a tous pris la parole, on sait parler. Oui, mais parler ne veut pas dire se faire comprendre, ça ne veut pas dire se comprendre, et ça surtout, ça ne veut pas dire créer le lien relationnel. Or, qu'est-ce que vous faites, vous, avec les personnes que vous accompagnez? Il faut bien créer ce lien relationnel pour bien les comprendre, bien les accompagner, leur permettre de développer toutes leurs compétences. Il va bien falloir que ces personnes se fassent comprendre dans le cadre de l'entreprise, qu'elles puissent comprendre ce qu'elles comprennent, parce que c'est ça. L'autisme, c'est vivre dans sa tête et dans ses représentations, dans le fait que je vais avoir implémenté et misé notamment sur le verbal et les mots. Quand vous faites passer le test de QI aux personnes autistes, elles sont très hautes au niveau verbal. Nous sommes des dictionnaires, hein, tout ce qu'on nous a appris. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'un mot n'a de valeur que dans le contexte où il est donné. Je doute. C'est bien de dire je doute. Ah non, je doute, ça veut dire que oh, j'ai peur, je ne sais pas. Ben, ça dépend. Des fois, c'est bien de douter, de se remettre en question. Et comme ça, sur tous les mots. Voilà. Donc, nous ne traitons pas l'information comme tout le monde. Et si vous ne le voyez pas, eh bien, vous me parlez parfois et vous pensez que je vous ai compris. Et comme moi, je ne sais pas que je ne vous ai pas compris, vous imaginez les quiproquos. Vous imaginez comment cet autisme va impacter toute la vie de la personne dans son parcours d'insertion sociale et professionnelle. Alors elle ne sait pas, elle lutte contre. Donc la seule manière de nous permettre de parler le même langage que vous, ou en tout cas de vous expliquer que je ne parle pas tout à fait le même langage que vous, c'est 1, des diagnostics, donc faire le repérage, et 2, de faire un accompagnement adapté. Ça veut dire que vous, en tant que professionnel, vous devez pouvoir repérer ces personnes-là, et puis peut-être de les aborder d'une autre manière que comme vous pouvez le faire aujourd'hui dans votre pratique quotidienne. Mais si on ne vous montre pas, vous ne pouvez pas le savoir. On va parler, alors ça va être compliqué là, tenir un stylo, un micro, me concentrer. En plus sur une feuille froissée, vous n'imaginez pas. C'est pas possible. Alors, je faisais ça hier soir, parce que hier j'étais... Donc aujourd'hui j'ai un organisme de formation où j'accompagne des personnes qui sont diagnostiquées TSA et HPI. Et en fait, eh bien, on apprend qu'est-ce que c'est que notre handicap, comment il nous impacte, comment on va pouvoir s'exprimer. Et surtout, on apprend la communication relationnelle, c'est-à-dire ce qui fait qu'on peut établir un lien de qualité et durable avec l'autre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein ? Tout le monde pense que parce que je parle bien, je sais établir le lien relationnel. Ça n'a rien à voir. Je peux m'exprimer comme une déesse et être complètement à côté de la plaque dans mes relations. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens, on va voir, ils sont très bons dans le professionnel parce qu'ils maîtrisent leur environnement. Hein. Et puis à côté, au niveau personnel, une horreur. Et à l'inverse,
il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dans un milieu sécurisant de la famille et qui, dès qu'ils sont dans le milieu professionnel, vont être perdus parce qu'ils n'ont pas compris le langage, n'ont pas compris la culture. Donc ici, nous avons deux personnes que je compare à des ordinateurs, des tours d'ordinateurs. Un ordinateur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des process, il y a une manière de traiter l'information. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'un process sans information, ça ne marche pas. C'est bien l'information qui va arriver, qui va ensuite permettre à l'ordinateur de fonctionner et de donner tout ce qu'il a à donner. Ici, vous avez un neurotypique. Lui, le neurotypique, il a accès à l'explicite et l'implicite de manière innée. Lui, le petit TSA, il a que l'explicite, ce qu'il voit. Mais vous êtes d'accord que quand quelqu'un me sourit, ça ne veut pas dire qu'il m'aime. Il faut que je décrypte l'intention. Et comme moi, je ne savais pas que je ne savais pas, j'ai fait toute ma vie les raccourcis. Donc, mon chef, il rentre, il fait la gueule, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Rien à voir, il vient de se cogner l'orteil. Mais en fait, comme je ne sais pas, mais que je sens à l'intérieur de moi qu'il me manque des choses que je ne comprends pas, je vais toujours me référer à ma base de données, qui n'est pas complète. Je suis auto-centrée. C'est une des choses que vous pouvez retrouver chez les personnes autistes. Alors on dit qu'elles sont égocentriques, pas du tout. Mais c'est mon point de repère. Je sais ce que je sais. Et d'ailleurs, quand vous m'amenez quelque chose de l'extérieur, une information de l'extérieur, comme j'ai l'habitude que les informations me choquent, me font mal, et là on va revenir au sensoriel, eh bien, je n'accepte pas tout de suite. Je ne peux pas entendre ce que vous me dites. Je ne peux pas accueillir l'information. Donc moi, j'ai un déficit d'accueil de l'information-là, beaucoup plus bas qu'ici ou ici. Ils savent accueillir l'information. Parce que si je ne sais pas accueillir l'information, que je la rejette, eh bien comment voulez-vous que je progresse? C'est pas possible. Alors pourquoi je rejette cette information? Parce qu'il faut savoir que depuis tout petit, tout m'agresse, sensoriellement. Mes sens m'agressent. Les odeurs, trop de monde, voilà, ça me fait mal. Alors, un autiste sans HPI, ou en tout cas avec déficience, ou en tout cas, là j'aimerais agrandir, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité de dépasser cette sensation, cette sensibilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des crises. Et vous allez voir, il va se balancer, il ne peut pas, et voilà, il va faire des crises, il va se raidir et tout. Quelqu'un qui a la capacité de compenser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se raidir à l'intérieur. Il va se rigidifier dans ses positions, dans sa compréhension. Il ne sait pas qu'il ne sait pas accueillir. Et l'essence, par exemple, quand je suis très fatiguée, eh bien, je n'arrive plus à traiter cognitivement correctement l'information. Qui ici est capable de faire un dossier sans problème quand il a une rage de dents? Hein, la belle rage de dents, le truc qui vous rend fou. Eh bien, imaginez que quand vous êtes autiste, c'est ce qui se passe. Vous avez mal. Mais en fait, comme vous avez l'habitude d'avoir mal et que vous ne savez pas, vous, comment on juge la douleur, est-ce que les autres, ils ont autant mal que moi? Mais non, ils ont l'air d'y arriver, quoi. Donc, moi, je vais y arriver. Et en fait, je me construis avec cet ordinateur en comparaison à cet ordinateur. En les regardant faire, en disant, eux, ils font comme ça, donc je vais pouvoir faire comme ça. Mais je ne prends pas en compte que moi, je ne traite pas du tout l'information de la même manière. Donc, vous imaginez la complexité quand toute votre vie, vous avez passé votre temps, et c'est extrêmement fatigant et énergivore, à essayer de faire comme les autres. Et qu'en plus les autres vous disaient, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu comprends pas? Pourquoi tu te tais? Crise de mutisme, hein, quand on est... voilà, on va aller de l'un à l'autre. Donc qu'est-ce qui fait que nous sommes autistes? Vous avez bien compris que c'est au démarrage une organisation
organique spécifique et qui va, un trouble du neurodéveloppement, et qui va impacter tout notre développement et comment on traite l'information. Voilà. Donc si les personnes ne sont pas diagnostiquées, elles vont fonctionner avec pas les bonnes représentations, et en plus on passe notre temps à se comparer. Voilà. On ne comprend pas notre différence, qui peut être une extrême richesse, parce que par contre, il n'y a pas que des... Voilà, c'est qu'on a autre chose qui fait que nous sommes autistes. Nous, on fonctionne en termes de vibration, de ressenti. Hein, vous avez déjà peut-être entendu, les autistes, ils montent et descendent émotionnellement. C'est-à-dire que si je vibre plus, je suis mort. Je suis dépressive. Si ça ne m'intéresse plus, et en fait, c'est bien une vibration organique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand je me construis, chez moi, tout est sensoriel. Et ensuite, avec l'hyperconnectivité, ça va au mental. Ça veut dire que mon côté émotionnel, eh ben, je l'ai pas. Waouh! Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions. Ça veut dire que je ne les reconnais pas. Ça veut dire que je ne les identifie pas. Et quand je les ai, elles sont tellement fortes qu'elles viennent tout de suite dans mon mental et elles alimentent des ruminations, elles alimentent des questionnements qui ne sont pas les bonnes questions et qui continuent de m'anxiogéniser. Voilà. Je pense que... Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Vous pouvez continuer. Voilà. Je pense que, donc, ce qu'on va retenir de l'autisme, c'est qu'il y a un manque d'équilibre et il y a une dérégulation de l'information qui arrive trop vite, de manière trop intense, qui va être maltraitée cognitivement et sur lequel, en fait, je n'ai pas forcément de lucidité. La seule manière de me permettre de fonctionner en cohérence avec moi-même, c'est de comprendre qui je suis, comment je fonctionne et d'accéder à cette lucidité. Or, ce qui est génial, c'est que nous, on adore apprendre. Donc, si vous m'apprenez, je vois, je sais faire. Nous sommes, les personnes autistes, vous pouvez le voir dans tous ceux que vous accompagnez, nous sommes des super apprenants. Par contre, il faut savoir créer le lien relationnel avec nous. Parce que si vous ne savez pas créer le lien, si je vous prends pour un agresseur, si j'ai l'impression que vous ne me considérez pas, parce que chez moi, c'est ça qui est super, c'est que non seulement je ne sais pas créer la relation, mais si la relation n'est pas là, je ne peux pas travailler avec la personne. Il y a une immaturité affective. C'est, tu me souris, tu m'aimes, tu me fais une remontrance, ou tu m'agresses. Donc vous voyez, il n'y a pas de... on manque de nuances en fait. Voilà. Mais la nuance, ça s'apprend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les centres d'intérêt forts, et ça aussi, c'est notre... donc vous savez, quand on est diagnostiqué, on va nous diagnostiquer sur nos problèmes d'interaction, donc notre parcours de vie, savoir comment ça s'est passé, nos problèmes de santé, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités. On va nous diagnostiquer sur les relations familiales, les relations personnelles, le nombre de burn-out que vous aurez fait, de dépression, et comment vous montez et vous descendez ce fameux ascenseur émotionnel. Et puis l'autre chose, c'est de voir si nous avons des centres d'intérêt forts qui nous coupent du monde. Et on revient à cette sensation, en fait, moi je suis heureuse avec moi, dans ma tête. C'est-à-dire quand je fais quelque chose qui me plaît, quand j'écris quelque chose, alors il y en a certains, ça va être les trains. J'avais rencontré un petit garçon qui, lui, son centre d'intérêt, c'était Napoléon. Il avait 11 ans, un débit vocal absolument génial, absolument pas diagnostiqué. On était en vacances au camping et je vois ce petit garçon et je me dis, waouh, quel beau spécimen. Et puis j'essayais de le faire sortir un peu de son centre d'intérêt et de parler d'autre chose que de Napoléon. Et un matin, je vois qu'il avait des super baskets. Je lui dis, waouh, elles sont chouettes tes chaussures. Et là, il me dit, tu sais que les Troufiaux, pendant la guerre de machin, ils avaient des chaussures comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je me suis rendu compte que, et c'est vraiment ça l'autisme, c'est-à-dire que nous allons tout rapporter à notre centre d'intérêt. Donc quand on accompagne une personne autiste vers un emploi, il faut déjà que ça lui plaise. Sinon, c'est même pas la peine.
Elle va y aller parce qu'il faut qu'elle mange, parce qu'il faut qu'elle trouve du travail, parce que son mari lui met la pression, parce que sa femme l'engueule, plein de raisons, mais qui ne sont pas les bonnes et il ne tiendra pas. Donc il va falloir vraiment identifier le centre d'intérêt de la personne et l'amener à voir comment ces compétences peuvent être transformées dans le cadre d'un emploi et en fonction de son besoin aussi, c'est-à-dire télétravail, voilà. Hein. Ce que je vous propose, je pense que vous avez une bonne vision maintenant de qu'est-ce que ça peut être le TSA. Donc retenez, c'est organique, c'est pas une maladie, c'est un vrai handicap. Hein. Certains me disent oh, bon handicap, prends ma place et puis tu vas voir. De ne pas comprendre, des quiproquos tout le temps, générer du conflit, de l'anxiogénéité. Vous voyez, normalement, je devais passer à 11h15. Je passais à moins 25. Je chantais ma respiration, je commençais à... Voilà, je me disais, est-ce que j'aurai le temps, pas le temps, est-ce que je... Alors vous allez dire, mais tout le monde fait ça. C'est une des questions qui arrive toujours en premier. Je me souviens, la dernière fois, c'est vous qui l'avez posée. Tout le monde, oui, mais pas si fort et pas autant. Ce qui fait que nous sommes autistes, c'est la récurrence de ce choc de l'information qui arrive en permanence et qui fait que moi, à sortie de mon intervention là, je vais vous citer manger un peu un midi avec vous, mais cet après-midi, il y a sieste. C'est une obligation. Je ne peux pas travailler 12 heures comme ça tous les jours. On va me dire, on trouve pas, ouais, c'est vrai, on ne travaille pas 12 heures. Ouais, mais quand je me lance, je ne m'arrête pas. Donc voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose de passer dans un échange de questions-réponses si vous le souhaitez. Je sais que c'est compliqué d'accompagner des personnes qui ont un handicap invisible, que c'est complexe de comprendre qu'elles ne parlent pas le même langage que vous. Et donc, je vais juste vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Qui fait sa vie. On a mis en place une formation qui est valable pour tout le monde. Parce que souvent, on nous oppose, les neurotypiques, les atypiques. Mais non, il faut qu'on travaille ensemble, donc il faut qu'on se comprenne. Donc cette formation est aussi bien valable pour vous, conseiller, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un schéma de communication interne, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de communication externe, et comment se fabrique le lien, quels sont les principes qui sont fondamentaux pour avoir une relation de qualité et durable. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et bien sûr, cette formation, elle s'adresse aussi aux personnes TSA, parce qu'à travers toutes ces formations, tout le déroulé pédagogique de cette formation, eh bien, ils vont pouvoir prendre petit à petit conscience de ce qu'ils ne font pas correctement. Ah oui, c'est vrai, ça, moi j'avais pas vu que je faisais ça comme ça. Voilà, ça c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Sauf qu'à partir du moment où on l'a vu, on l'a identifié, alors on peut le réguler. Tant que je ne sais pas que mes sens m'agressent en permanence, et que c'est pour ça que quand je suis très fatiguée, je parle mal aux gens sans m'en rendre compte, moi les gens me disaient, Sonia, t'es pédante, arrogante, autoritaire. C'était pas du tout comment moi je me sentais à l'intérieur. Moi je me sens une gentille fille qui a envie de donner. Voilà. Sauf que quand j'arrivais dans les équipes, par exemple, je me rappelle à la mission locale de Beauvais, j'avais un poste à la fin de chargé de mission aux emplois d'insertion, et j'arrivais, je disais bon alors j'ai pensé, on va faire ci, on va faire ça, nanana. Et mes collaborateurs me disaient bonjour Sonia. Et moi dans la tête je me disais oui bonjour, on va pas, c'est tous les jours bonjour. Voilà. Vous voyez, pour moi ça n'avait pas d'importance quoi. Mais tu entends ce que je te dis, on a un super projet, là on va le creuser. Le problème c'est que c'était pas entendu comme ça. C'était ouais, Sonia, elle n'en a rien à foutre de nous. C'est pas que j'en avais rien à foutre d'eux, c'est que je ne savais pas établir le lien. J'étais une pitre manageuse. Allez, je vous laisse poser vos questions. Prenez le micro, ça sera plus simple. Est-ce que l'accompagnement est en collectif ou en individuel? Alors, nous allons tenter une nouvelle expérience. Donc aujourd'hui, il est mixte, c'est-à-dire que la première partie de la formation, elle est en individuel, et ensuite, les gens ont accès à ce que j'appelle... Alors je travaille aujourd'hui à distance, en visio. Mes clients, alors je suis désolée, je dis mes clients, je suis une entreprise, sont en France, en Belgique, en Suisse, au Canada,
dans les dom-toms, voilà. Et effectivement, nous sommes beaucoup en individuel, mais il y a aussi du travail collectif avec ce qu'on appelle, nous, les live coaching. Donc, tous les lundis soirs, on se réunit, on prend une thématique. Hier, c'était les blocages. C'est quoi un blocage? D'où il vient? Voilà. Pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action? Et donc voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on travaille sur un nouveau programme expérimental que l'on va tester sur l'agence de Cavaillon. Voilà. Sur une formation en 30 heures, par petits groupes. Donc je crois que c'est 4 personnes maximum. À 3, on démarre. Ouais, mais sur la fiche, il y a marqué 4. Donc voilà, je me sens dans Drive 4. Et sur le programme que je fais aujourd'hui en individuel. Voilà. Et nous travaillons sur une formation à distance, entièrement en e-learning, où il n'y aurait que les entretiens de suivi. Et là-dessus, en ce moment, on fait un job. Je vous présente Jérôme, qui aujourd'hui tient la caméra, mais qui est en Master 2 ingénierie pédagogique. Et on travaille sur cette formation en e-learning pour permettre au plus grand nombre d'y avoir accès dans des tarifs tout à fait abordables. Parce que finalement, savoir créer le lien, c'est vraiment un truc indispensable. C'est une compétence clé. Et on a toujours l'impression qu'on l'a. Bah. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous parler du diagnostic, la difficulté à faire diagnostiquer? Eh ouais, c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le TSA aujourd'hui c'est très compliqué parce que les médecins qui sont en première ligne ne sont absolument pas formés. Dans les universités de psychologie, au programme c'est 1 heure l'autisme, donc vous imaginez, c'est-à-dire que c'est une spécialité. Sauf que, en fait, non. Il faut être formé. Donc aujourd'hui, je sais que dans le cadre du plan national sur le trouble du neurodéveloppement, les actions de formation auprès des professionnels sont en train de bouger, d'autant que la demande est de plus en plus forte, parce que finalement, l'information passe par les réseaux sociaux, que les gens se reconnaissent et se pré-diagnostiquent, et ensuite se retrouvent à essayer de chercher le professionnel, et que, par exemple, souvent, eh bien, on va confondre des maladies telles que la bipolarité. Beaucoup d'autistes non identifiés vont développer la bipolarité, mais en fait, pourquoi? Parce qu'il faut revenir à l'origine, c'est que nous passons d'un état à l'autre, de manière très très forte. Voilà. Et en plus, on a un problème de trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire de hiérarchiser l'information. Vous rajoutez dessus la métacognition. C'est-à-dire que comme l'information arrive en paquet dans le cortex, là, il faut qu'on la trie. La seule manière de la trier, c'est de la mettre à distance et de la voir. Donc une personne autiste passe son temps à se regarder faire. Alors vous allez dire, mais nous on le fait aussi. Mais oui, bien sûr, la métacognition, tout le monde y a accès. Quand vous avez une vraie problématique, vous vous dites, bon, est-ce que j'ai pris ma bonne décision, machin, voilà. Vous êtes dans la métacognition, vous regardez penser et vous regardez tout votre processus de pensée. Il faut savoir qu'une personne autiste, elle passe son temps à faire ça. Donc pendant qu'elle fait ça, elle n'entend pas le reste, elle ne trie pas. Un conseiller qui parle à une personne autiste, sachez que la personne autiste, au moment où vous lui parlez, elle est en train de se demander qu'est-ce qu'elle va faire de votre information. Elle n'est pas en train de vous écouter. Donc vous voyez comment l'accès au diagnostic, j'ai un peu divergé, mais voilà, est très compliqué parce qu'on manque de professionnels formés. Et le taux de prévalence est en train d'exploser. Aujourd'hui, on estime que 8000 enfants vont être autistes à la naissance. Hein. Il y a 700 000 autistes en France. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? J'ai plus les chiffres là. En tout cas, voilà, 1 personne sur 100 serait autiste. Et Thomas Bourgeon, qui lui est sur le 100, hein, voilà, lui il estime que c'est 1 personne sur 44. Donc un autisme non accompagné développe des maladies mentales, bipolarité, schizophrénie, agressivité, suicide,
Enfin voilà. Hein. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a des prévisions d'accompagnement supplémentaire, d'ouverture d'établissement? Parce que aujourd'hui, jusqu'à 12 ans, il y a encore un accompagnement et encore, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait. Pourquoi vous nous donnez des chiffres? Ouais. Ils sont très précis. C'est très compliqué parce que vous savez qui c'est qui gère l'autisme? Ce sont des autistes. Aujourd'hui, les personnes qui portent la voix des personnes autistes sont des autistes. Et ceux qui ont porté la voix des personnes autistes sont avant tout les parents qui sont confrontés à un autisme sévère. Et c'est là où on a besoin d'évoluer. C'est-à-dire que finalement, ceux auxquels vous allez être confrontés ne sont pas les enfants autistes sévères, ce sont ceux qui vont avoir des problèmes de parcours et que vous allez retrouver après en tant que demandeurs d'emploi, mais qui finalement, s'il y avait un vrai accompagnement sur le handicap dès le départ, dès qu'ils sont jeunes en fait, voilà. Donc effectivement, c'est un chantier aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte que pendant des années, on a traité ça sous l'aspect thérapeutique, maladie. On a confondu comorbidité et autisme. On estimait que la personne était autiste parce qu'elle se balançait, parce que voilà. Aujourd'hui, avec les recherches du Bourgeon, on comprend que c'est pas ça le problème. L'autisme, c'est les neurotransmetteurs qui ne transmettent pas la bonne information, ou de manière trop vite ou trop rapide. Après, comment ça va s'exprimer? C'est là où les comorbidités arrivent. Et beaucoup de mutations génétiques, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les personnes autistes, les personnes qui ont des scléroses en plaques, eh ben on en retrouve beaucoup qui sont autistes, des maladies génétiques. Il y a beaucoup de personnes autistes, maladies de verre. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin voilà, les impacts génétiques sont... voilà. Donc quand vous avez, par exemple, moi j'ai une petite belle-fille qui est épileptique très très profondément, donc placée en IME, voilà. Cette petite fille, on n'a jamais vu son autisme. On n'a pas traité l'autisme. Son problème, c'est l'épilepsie. Mais en fait, derrière, aujourd'hui, elle a grandi, elle a été en ESAT, tout ça, voilà, donc elle a intégré, elle a une vie de couple, elle a 24 ans, et elle s'en sort plutôt bien. Mais jamais on nous a parlé d'autisme. Jamais. Et ça, c'est la problématique d'aujourd'hui, finalement, parce qu'une personne, un autiste sévère, on va le placer en IME. C'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour traiter ce... Alors ça, c'est un autre débat. Parce que je pense que quand on est autiste sévère, on a besoin justement d'avoir une structure rassurante et avec des professionnels formés. Donc vouloir à tout prix l'inclusion dans le système scolaire où finalement on va confronter l'enfant aux limites de l'inclusion, voilà, avec comment une professeure est formée ou pas à la compréhension du handicap, comment les gamins vont réagir avec... enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc je pense que, vous voyez ça, on ne peut pas dire sur les autistes sévères, on fait ça. Non, c'est dû au cas par cas, en fonction du contexte, en fonction... Si on est dans une petite école de famille, vous voyez, dans les villages, là, bah oui, ça vaut le coup là, de faire ça, si les parents sont très présents, si voilà... Maintenant, si on est dans un endroit où ils sont 30 par classe, où les deux parents travaillent, ben non. Je vous propose de... Merci Sonia, c'était vraiment passionnant. Nous sommes arrivés au terme de notre matinée. Je vous